Bien, vous remarquerez, le titre est très sec. La discipline elle-même est très très sèche, connue comme telle. Puis en plus, on exagère, mais c'est fait exprès, vous allez voir, on va essayer de mettre un peu de couleur, un peu de vie, un peu de... je ne sais pas, de choses amusantes, pourquoi pas, de choses ludiques. Et vous allez voir, les mathématiques, ce n'est pas si sévère que ça. Alors, j'avais intitulé d'abord cette conférence « Les mathématiques arabes entre l'héritage gréco-indien et la réception européenne ». Voilà, c'est un joli titre, mais il n'est pas correct, alors je l'ai enlevé. Et vous allez comprendre à la fin de la conférence pourquoi il faut pas mettre ce titre, parce que sinon on va oublier beaucoup d'acteurs qui ont participé à cette extraordinaire aventure. Voilà. Donc l'aventure commence au 8e siècle, elle ne finit pas au 15e siècle. Mais j'ai mis cette période 8e, 15e parce que ça correspond à la période la plus féconde, créatrice, novatrice, à des degrés divers. De ce qu'on appelle la tradition mathématique arabe. Alors pour les amis qui n'étaient pas là à la première séance, il y a 15 jours, je répète que moi j'entends par mathématiques arabes uniquement tout ce qui a été écrit, pensé, enseigné, publié, qui a circulé en arabe à 90% ou à 95% même, du 9e siècle jusqu'à la fin du 11e siècle, début du 12e siècle, et puis à 70% jusqu'au XIVe siècle. Donc la langue dominante des mathématiques et de la science dans l'Empire musulman et même parfois dans la périphérie, c'était la langue arabe, langue internationale de la science. Voilà. C'est la seule raison qui fait que moi je parle de mathématiques arabes. Bien, je parlerai de mathématiques arabes au pluriel, vous allez voir pourquoi. Et je vais commencer par poser quelques questions que je vais essayer d'aborder à travers des réponses. Certaines réponses sont définitives, parce que ce sont des informations. D'autres réponses sont tout à fait provisoires. Ce sont les plus nombreuses. Et donc ces réponses sont plutôt des conjectures, des hypothèses. Voilà. Pour une raison très simple, c'est que la recherche avance. Elle avance très lentement. Qu'elle n'a pas commencé depuis bien longtemps. L'histoire des sciences arabes, l'histoire des mathématiques arabes s'est développée vraiment à partir de la fin du 19e siècle, en Europe d'ailleurs. Là, actuellement, elle fait de grands pas, mais il nous faut beaucoup d'étudiants. Et il nous faut donc, pour qu'il y ait des étudiants, des carottes. Donc il faut donner envie aux étudiants de venir faire des mathématiques arabes, ou d'ailleurs de l'histoire des mathématiques tout court. Et donc il faut leur promettre des postes d'assistants, je ne sais pas, d'enseignants. Et ça, la carotte ne vient pas, parce que ce n'est pas nous qui pouvons donner la carotte, c'est les ministères, ce sont les ministères. Alors nous essayons, quand nous voyageons, de convaincre les responsables, quand on les voit dans les réceptions, vous savez, dans les réceptions où on brille beaucoup, et où on essaie de les convaincre que les mathématiques, c'est absolument indispensable, que l'histoire des mathématiques, c'est aussi indispensable, et qu'il faut donc des postes. Voilà. Il y a eu quelques résultats depuis une dizaine d'années, mais ça ne suffit pas. Donc, quelles sont les questions que l'on se pose quand on est citoyen, cultivé, curieux, ou quand on est chercheur? Eh bien, il y a d'abord des questions sur le rapport entre les mathématiques arabes et le reste. C'est quoi le reste? Vous remarquerez que je parle de rapport des mathématiques arabes et le reste sans définir ce que c'est que les mathématiques arabes. Mais je ne peux pas les définir parce que c'est justement le corps de la conférence. Donc, quels ont été les rapports des mathématiques arabes et avec les héritages anciens, c'est-à-dire les héritages, les pratiques mathématiques anciennes, grecques, babyloniennes, égyptiennes, chinoises, indiennes, européennes, latines. Bien. Deuxième question, quels sont les rapports entre les mathématiques arabes et leur environnement? C'est-à-dire à l'environnement socio-économique, l'environnement culturel, l'environnement religieux, puisque nous sommes dans la cité de l'islam, nouvelle religion. Environnement scientifique, bien sûr, ça c'est le premier environnement qui entoure les mathématiques. Et pourquoi pas environnement artistique? Vous allez voir, on peut répondre à certaines questions concernant ces types de rapports. Bien. Et souvent, on a des hypothèses raisonnables. Troisième type de rapport, quels sont les rapports entre les mathématiques arabes et puis eh bien, les mathématiques vont venir après. Vous remarquerez que mes questions sont graduelles dans le temps, c'est-à-dire que ce sont rapport des mathématiques arabes avec le passé, rapport des mathématiques arabes avec leur présent,
rapport des mathématiques arabes avec l'avenir. Et l'avenir, c'est comme nous connaissons l'avenir, puisque l'avenir des mathématiques, c'est évidemment la Renaissance européenne, dans une première étape. Et donc, quel est le type de lien qu'il y a eu entre les pratiques mathématiques arabes, ou le résultat, et ce qu'on appellera plus tard la Renaissance européenne, en particulier en mathématiques. Vous remarquerez que je mets des guillemets en tant qu'historien. Je ne prends pas à mon compte les appellations contrôlées, parce qu'elles ne sont pas contrôlées, justement, par les milieux autorisés, qui sont les spécialistes. Donc nous ne disons pas qu'il s'agit de Renaissance. Vous voyez, je commence à casser de la porcelaine. D'accord ? Et donc, on en reparlera si vous voulez. Donc, nous parlons plutôt, enfin, moi je parle, après, pourquoi je ne suis pas le porte-parole d'une caste, hein. Moi je parle plutôt de naissance des mathématiques en Europe, à partir d'une époque donnée, au contact des mathématiques arabes, grecques, indiennes. Et j'essaierai de vous convaincre en quelques minutes pendant la discussion. Donc voilà ce type de questions qui sont liées au rapport entre les activités mathématiques et le reste. Il y a aussi des questions qui sont liées aux mathématiques elles-mêmes, qui concernent les mathématiques elles-mêmes. Les mathématiques arabes, c'était quoi exactement? Quel était leur contenu? Quel était dans le contenu ce qui est ancien, ce qui est moins ancien, ce qui est nouveau, comme dit Jacques Brel, ce qui a été fait avec de l'ancien, et qu'est-ce qui a été vraiment nouveau? Quelles sont les contributions originales reconnues comme telles par les spécialistes? Autre question liée aux mathématiques elles-mêmes, c'est quel type de mathématiques se sont faites dans cette civilisation? Est-ce que ce sont des mathématiques utilitaires? Est-ce que ce sont des mathématiques théoriques, ésotériques? Est-ce que c'est le mélange des deux? Ou la synthèse des deux? Ou la juxtaposition des deux? Tous les mots comptent, attention, hein. Là, je parle presque en tant que mathématicien. Donc, d'une manière plus précise, est-ce que les mathématiques arabes étaient du même niveau, de la même nature que les mathématiques grecques ou les mathématiques indiennes? Est-ce que c'était des mathématiques savantes? Est-ce que c'était vraiment de la science ou, comme disent les spécialistes, de la pré-science? Est-ce que c'était, si c'était de la science, quel type d'activité scientifique? Est-ce que c'était des activités scientifiques à la manière des Grecs, que j'ai appelées il y a 15 jours des démarches hypothético-déductives, c'est-à-dire avec des règles bien précises qui sont la définition de ce que c'est qu'un axiome, de ce que c'est qu'un postulat, de ce que c'est qu'une définition, de ce que c'est qu'un énoncé, de ce que c'est que des hypothèses dans les énoncés, de ce que c'est qu'une démonstration, parce que ce n'est pas général dans les pratiques mathématiques de l'humanité, et de ce que c'est qu'une conclusion, bien, ou bien est-ce un autre type de mathématique, qui est une mathématique qui vise à résoudre des problèmes, une mathématique prestataire de service. Ce n'est pas déshonorant, hein. Est-ce que c'est ça? Eh bien, nous allons essayer de répondre. Donc, moi, je vais essayer de répondre à travers mon discours pendant 1 heure, un peu moins d'1 heure maintenant. Mais donc, je vais commencer par 2 questions que je n'ai pas posées, qui sont des questions les plus faciles, bien sûr, des questions liées au temps et à l'espace. Quelles sont les phases importantes traversées par les mathématiques arabes? Là, on peut les retenir, il y en a 4. Et puis, quel est l'espace dans lequel se sont faites des mathématiques arabes et quels sont les peuples qui y ont participé? Alors, pour le temps, il y a une première phase, fin 8e, début 9e siècle, de l'ère chrétienne. On l'appelle la phase de l'appropriation des savoirs anciens. Le mot appropriation est le résultat de débats, de polémiques, de discussions, de réflexions, d'articles même, de recherches. Et c'est le mot, sans faire de jeu de mots facile, c'est le mot approprié. Pour décrire ce phénomène important qui a consisté à un moment donné de l'histoire d'une civilisation tout à fait jeune, nouvelle, pour ses acteurs du moins, pour ses citoyens, une élite, d'aller récupérer un savoir, soit un savoir local, soit, donc, qui est déjà pratiqué, soit un savoir ancien qui est dans les manuscrits et qui va être traduit. Donc ce double phénomène de récupération, d'assimilation d'un savoir local en mathématiques, d'un savoir ancien qui était écrit en sanskrit ou en syriaque ou en grec,
On ne pense pas qu'il y ait eu des influences égyptiennes et on discute encore sur la nature des influences chinoises sur les mathématiques arabes. Bien, donc cette phase est une phase d'appropriation parce que c'est une phase de récupération et d'assimilation. La deuxième phase, qui n'attend pas que la première finisse, c'est une phase d'éclosion, de développement tous azimuts des mathématiques. C'est la phase qui va du début du IXe siècle, et c'est tout à fait normal que ça chevauche, du début du IXe siècle jusqu'à la fin du XIe siècle, début du XIIe. C'est une phase d'innovation, de création, de production des mathématiques, de tout type de mathématiques, comme vous allez voir. La troisième phase, c'est 12e, 13e. D'après ce que nous savons aujourd'hui de l'histoire de ces activités mathématiques, on peut qualifier cette phase de palier. C'est-à-dire que nous avons des indices, je peux répondre avec précision dans les discussions, nous avons des indices pour dire que les mathématiques dites arabes restent encore vigoureuses, elles sont novatrices encore, elles sont créatrices encore, mais elles font apparaître des indices d'un nouveau processus interne à cette tradition qui est des indices de freinage, de ralentissement, qui n'est pas général. Comme nous sommes dans un immense empire, donc cela va se passer dans certains foyers, pas dans d'autres, à des degrés divers. Et la quatrième phase, c'est 14e, 16e siècle. Donc, malgré le fait qu'au 14e, au 15e siècle, il y a encore des poches de résistance, si vous voulez, donc des poches d'innovation, de création, il y a du dynamisme, malgré le fait que le niveau reste élevé, parce que vous savez, le niveau est relatif, hein, le niveau reste élevé, eh bien, on a vraiment de plus en plus des indices indiscutables pour l'historien, mais des indices qui étaient déjà observables par les acteurs de la civilisation. C'est-à-dire au XIVe siècle, nous avons des intellectuels qui ont écrit dans des livres qui nous sont parvenus et qui disent « Attention », ils tirent la sonnette d'alarme. « Attention, nous vivons le déclin des sciences ». Alors si vous voulez, nous en reparlerons après aussi. Voilà. Donc voilà, en ce qui concerne le temps. Ce que je viens de vous décrire rapidement, c'est tout à fait normal, hein. C'est-à-dire que c'est une civilisation qui naît, qui se développe, qui a des problèmes, beaucoup de problèmes que j'ai évoqués il y a 2 semaines. Maintenant, le problème, c'est que est-ce que ces problèmes vont influer sur les activités mathématiques et comment ils vont influer, ce qui n'est pas du tout évident, puisque les mathématiques peuvent, comme vous le savez, être pratiquées comme une sorte de cocon. Vous savez, on dit toujours qu'il suffit d'un morceau de papier et d'un crayon pour faire des mathématiques. On n'a pas besoin de grands financements, mais on a besoin quand même de conditions objectives dans la société pour qu'il y ait une production mathématique. On verra quels sont ses besoins, quelles sont ses conditions, et si ces conditions sont les mêmes d'ailleurs que celles d'aujourd'hui. Voilà. Alors, dernière question, la plus facile encore, c'est celle évidemment de la géographie. Alors, où ont eu lieu les pratiques mathématiques? Là, historiquement, les activités mathématiques dites arabes vont commencer ici, dans ce qu'on appelle le croissant fertile. Donc, première remarque, il n'y aura pratiquement rien en mathématiques en Arabie pendant des siècles et des siècles. Ça vous étonne? L'Arabie et ces 2 villes qui sont la Mecque et Médine vont être des capitales politiques, vont être des pôles théologiques, des pôles religieux, des pôles culturels aussi, mais ni Médine ni la Mecque ne seront des pôles scientifiques, au sens où nous l'entendons aujourd'hui. C'est-à-dire comme, par exemple, Bagdad l'a été. Sans parler de Bagdad, qui est quand même la capitale de l'Empire pendant 2 siècles ou 3 siècles, comme le Caire l'a été, comme Marrakech l'a été, comme Cordoue l'a été, comme Béjaïa l'a été. Oui, je prends Béjaïa, qui est une petite ville dans le Maghreb central. Pourquoi? Parce que Médine et la Mecque vont se spécialiser dans la théologie. Voilà. Par contre, il y aura des mathématiques ici, au Yémen. Il y aura des traditions mathématiques importantes au XIIIe, XIVe siècle en particulier, au vu de nos connaissances. Mais
la grande impulsion va avoir lieu ici, dans le croissant fertile et la Perse, donc autour de Bagdad, à l'est, à l'ouest et à l'est. Donc Bagdad, Damas, toutes les villes de Perse ici. Et puis très vite, dès le 9e siècle, à Kairouan, Cordoue, et donc 11e siècle Marrakech, 12e, 13e Béjaïa, 14e Tlemcen, Tunis, Fès. Ici en Espagne, les mathématiques seront vigoureuses du 10e siècle au 12e siècle à Saragosse, à Cordoue, à Valence, à Séville. Séville, c'est la dernière ville où il y aura une production mathématique intéressante. Et puis, la Perse va être très très importante au 10e, 11e siècle, ensuite au 13e, 14e siècle. Et l'extrême-Asie, je ne vois pas Samarcande parce que je suis de biais, autour de Samarcande, il va y avoir un pôle scientifique qui va être l'un des derniers pôles scientifiques où il y aura une production mathématique. Donc, pourquoi j'insiste sur cette diversité géographique? D'abord, pour la raison suivante. Toutes les régions de l'Empire musulman ont participé, peu ou prou, à l'aventure mathématique. Dans toutes les régions, il y a eu des foyers scientifiques, où il y a eu des villes qui ont donné des mathématiciens. Même quand il n'y a pas eu de foyer scientifique vigoureux pendant, par exemple, 50 ans, il y a eu des villes moyennes qui avaient des enseignements de mathématiques, qui avaient de bons enseignants, qui ont permis de dégager une petite élite au niveau des petites et moyennes villes, qui vont ensuite alimenter les grandes métropoles scientifiques, qui sont évidemment Bagdad, Damas, Le Caire, Marrakech, Kairouan avant, et puis Cordoue, etc. Bien. Et donc, ça c'est une première raison, c'est-à-dire que l'apparition de foyers scientifiques est le résultat d'un phénomène socio-économique, culturel qui a touché tout l'Empire. Ça, j'en ai parlé il y a 15 jours. Deuxième remarque très importante, il n'y a pas eu un centre, tout le temps, qui avait un niveau international, et puis qui était alimenté par de jeunes pousses et des chercheurs qui étaient formés par des villes moyennes qui étaient à la périphérie. Au début, il y a eu un centre, c'est indiscutablement Bagdad, j'arrive pas à voir ici, et ensuite Bagdad va être cloné, si j'ose dire. Il va y avoir des villes, des foyers scientifiques qui vont produire des mathématiques de même niveau que les mathématiques produites à Bagdad. En particulier 10e, 11e, 12e siècle. On a même vu le phénomène suivant, lorsque Bagdad va décliner, c'est-à-dire lorsque la communauté scientifique de Bagdad va s'essouffler d'une certaine manière, en particulier en mathématiques. Parce que l'essoufflement ne va pas toucher toutes les disciplines en même temps. Ça aussi, c'est très complexe. Eh bien, nous voyons des foyers scientifiques redémarrer, ou bien démarrer tout court, et devenir des pôles aussi importants, sinon plus importants que Bagdad, dans certaines disciplines. Ça peut choquer certains, mais c'est pas grave, j'assume. D'accord? Bien. Alors, si on est d'accord maintenant sur ce petit panorama, et sur les questions qui ont été posées, je vais essayer maintenant de répondre aux questions en rentrant dans le vif du sujet. Alors, pour être très clair, je vais prendre discipline par discipline. Donc, il y a eu comme mathématiques pratiquées en pays d'islam le calcul, la géométrie, la théorie des nombres, l'algèbre, la trigonométrie, l'analyse combinatoire, ça c'est en ce qui concerne les grandes disciplines. Certaines de ces disciplines sont anciennes, d'autres sont nouvelles. Certaines de ces disciplines nouvelles apparaissent comme disciplines très vite acceptées comme disciplines, d'autres ne sont acceptées que comme chapitres et n'auront ni nom ni statut pour les acteurs du moment parce qu'elles étaient en devenir. Mais nous, historiens, nous avons des critères pour dire que nous sommes en présence, effectivement, de la naissance et du développement de chapitres tout à fait nouveaux et qui vont se continuer d'ailleurs dans les autres civilisations. Et je vais en parler tout à l'heure. D'accord ? Bien. Et puis il y a évidemment des chapitres, des mathématiques qui vont se développer comme chapitres très importants, mais en tant que mathématiques prestataires de services. J'en parlerai tout à l'heure aussi. Alors commençons par la science du calcul. Alors la science du calcul,
elle part d'une tradition locale. Elle se nourrit ensuite d'une tradition indienne et elle emprunte aussi à une tradition gréco-babylonienne. Tradition locale, c'est tout ce qui se faisait comme pratique calculatoire dans le croissant fertile, d'abord, puis dans les régions où l'islam va s'étendre, eh bien, les peuples de chacune de ces régions avaient des systèmes de numération, avaient des algorithmes de calcul, des procédés de calcul. Ils n'avaient pas besoin d'attendre que l'on traduise des textes qui venaient de milliers de kilomètres pour pouvoir résoudre les problèmes de la vie de tous les jours avec ce calcul. Eh bien, il y avait un chapitre de calcul dans chacune des villes qui vont être musulmanes, même les villes anciennes. Et ça, c'est absolument indiscutable. Pourquoi ? Parce que nous allons voir que ce patrimoine, qu'on peut appeler un savoir-faire, va être récupéré par la nouvelle tradition scientifique et va être intégré au corpus des mathématiques dites savantes. Donc vous allez voir, il y aura régulièrement une sorte de phénomène semblable qui est que on va prendre tout ce qui était savoir-faire en mathématiques et qui existait, qui était enseigné dans ce qu'on appelle les corps de métier, chez les arpenteurs, chez les comptables, chez les fonctionnaires. Ils n'allaient pas nécessairement à l'école, ils étaient formés sur le tas. Chez ce qu'on appelle les répartiteurs d'héritage, et donc chez les militaires, avec l'avènement de l'islam, chez les juristes. Donc ils vont prendre des éléments d'un savoir qui n'était pas nécessairement musulman, puisque l'islam n'existait pas avant, et qui va resservir dans le nouveau contexte. Et puis il y a des traditions qu'on appelle savantes, que l'on va récupérer grâce aux traductions. C'est la tradition indienne et la tradition gréco-babylonienne, grecque surtout. Alors voici un exemple de calcul local, qui est le calcul mental et digital. Ce calcul a existé chez beaucoup de peuples, eh bien dans le croissant fertile. Vous voyez, donc c'est une numération avec les doigts de la main, et c'est une numération qui ensuite va être un support pour le calcul qui lui est mental. Donc le calcul n'est pas digital, mais c'est une combinaison d'opérations mentales avec un support digital. Ben, ce calcul va être était tellement utilisé avant que le savoir, que les mathématiques savantes n'arrivent et ne soient traduites, qu'il va être poursuivi, sa pratique va être poursuivie, et on va voir même des livres écrits par des mathématiciens sur le calcul mental et digital. Alors que la science du calcul, le calcul savant, va se développer. On pouvait s'attendre à ce que ce calcul, qui est un savoir-faire, soit abandonné. Eh bien non. C'est une des caractéristiques de la tradition mathématique arabe. Les mathématiciens arabes n'abandonnent jamais rien. Chaque fois qu'il y a un savoir, ils le récupèrent. Bien sûr, ils vont le hiérarchiser. Ils vont savoir quelles sont les mathématiques savantes, quelles sont les mathématiques, disons, traditionnelles. On les appellera traditionnelles ou locales, ou comme vous voulez. Bien. Ou pratiques. Mais, compte tenu de la société telle qu'elle était structurée, compte tenu d'un élément très important que vous ne devez pas oublier, c'est qu'il n'y avait pas de ministère de l'Éducation nationale qui définissait les programmes, et que par conséquent, on ne pouvait pas imposer à des dizaines de millions d'habitants d'un empire qui allait de Samarcande à Saragosse un même programme, on ne l'a jamais fait. Et que donc les outils mathématiques, comme les autres outils, eh bien, étaient ceux qui étaient déjà disponibles, ensuite ceux qui vont être imposés par l'élite savante, mais c'est l'élite qui va imposer ce savoir et non pas un décret ministériel. D'accord ? N'oubliez jamais ça. Et donc cette élite, évidemment, elle sera d'abord dans le croissant fertile, puis ensuite, elle va être très diverse. Il va y avoir des élites. Et ces élites, pour des raisons diverses, vont choisir ce qu'elles vont enseigner. Et donc, il va y avoir des choses qui vont être enseignées dans certaines régions et qui ne vont pas être enseignées dans d'autres. Je vous donnerai des exemples. Si j'oublie, vous me poserez la question. D'accord ? Alors, par contre, le calcul indien, lui, dès qu'il a été connu par les premiers hommes de science, premiers mathématiciens, il a été adopté et même considéré comme étant le meilleur calcul. Ce calcul indien, en fait, n'a pas attendu l'avènement de l'islam pour être présent dans le croissant fertile.
nous avons un témoignage très important d'un intellectuel syriaque, arabe chrétien, qui a vécu au 7e siècle, qui s'appelle Sever Sebokht, et qui, dans un de ses livres de cosmographie, qui nous est parvenu d'ailleurs, évoque au 7e siècle, avant donc l'avènement de cette civilisation, ou du moins le 7e, vous voyez, nous sommes, donc le prophète est mort en 632, il évoque la présence du système décimal positionnel indien avec le 0 dans le croissant fertile. Il dit « Je ne parle pas de la science des hindous qui ne sont pas syriaques, ni de leurs inventions subtiles dans cette science de l'astronomie, qui sont plus ingénieuses que celles des Grecs et des Babyloniens. » Il y a un côté polémique chez lui. « Ni de la méthode de calcul et de dénombrement qui utilise 9 signes. » Vous voyez ? Bien. Donc, en fait, nous pensons que le relais s'est fait déjà au 6e, 7e siècle par la Perse et que ce système de calcul ingénieux qui utilise 9 symboles plus le 0 pour opérer la position vide était déjà utilisé en Perse. Il était déjà utilisé dans le croissant fertile, donc autour de Damas, Bagdad, etc., par les habitants du coin, comme un des outils de calcul parmi d'autres. Parmi, en particulier, il y avait le calcul digital. Et puis, il y a un troisième calcul. Pardon, donc je parlerai du troisième calcul après. Alors voici, les spécialistes, évidemment, ont fait l'analyse du système décimal positionnel indien. Voici son historique rapide, vous voyez. Ça, c'est les premières écritures en Inde. Et puis, à un moment donné, que l'on ne sait pas dater, arrive donc cette écriture dans le croissant fertile. Et puis, au 8e siècle, dans le croissant fertile, c'est plutôt ces symboles qui vont être utilisés, jamais ces symboles. Et pour des raisons très complexes, qui ne sont pas tranchées aujourd'hui, vous pouvez me reposer la question, eh bien, ce type, cette manière d'écrire, ces chiffres qui sont indiens, elle va s'imposer au Maghreb et en Espagne, dans la péninsule ibérique. Bon, là, on a oublié le 0. Donc là, c'est un rond, et ici, c'est un point. Donc vous voyez, à partir de la généalogie indienne, sanscrite, le système décimal positionnel indien avec le 0 va être utilisé comme ça. On voit bien qu'il a déjà été déformé. Il va être encore déformé dans la pratique. Et puis, plus tard, à partir du 9e siècle, 10e siècle, il va être utilisé sous ce type-là au Maghreb et en Espagne. Nous pensons qu'au Maghreb, il est arrivé sous ce type-là, et en Espagne aussi. Et puis, il y a eu des déformations liées aux pratiques locales. Maintenant, quelles sont les raisons de ces déformations ? Nous avons quelques hypothèses. Et voici la troisième numération. Non seulement une troisième numération, mais un système de calcul aussi. C'est ce qu'on appelle le système de numération alphabétique. Donc, il est grec. Vous voyez, c'est alpha, bêta, gamma. Donc ici, chaque lettre de l'alphabet représente une unité. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis ici, 10, 20, 30, 40, 100, 200, 300. Les spécialistes appellent ça un système non positionnel. Il est moins performant que le système indien. Et pourtant, lorsque les Arabes vont traduire les textes astronomiques, les textes essentiellement astronomiques, oui, et grecs, en particulier l'Almageste de Ptolémée, le livre de Ménélaüs, les sphériques, et d'autres, ils vont trouver que tous les calculs qui étaient faits par les Grecs utilisaient la numération alphabétique qui est beaucoup moins performante que le système indien. Alors on s'attendrait à ce que les Arabes décrètent que le système grec n'est pas bon. En fait, il n'est pas grec, il est d'origine babylonienne. Les Grecs l'ont emprunté aux Babyloniens. Et donc, à ce moment-là, il n'est pas bon, donc on va l'abandonner et on va prendre le système indien qui est performant. Parce que les Arabes vont passer leur temps à dire que le système indien est le plus performant. D'ailleurs, il est tellement performant que le monde entier l'a adopté aujourd'hui. Ce n'est pas parce que les Arabes ont obligé tout le monde. C'est un phénomène scientifique. Et puis lié aussi à ce qu'on appelle des démarches d'optimisation. Les êtres humains ne sont pas idiots. Quand un système est très bon, ils le gardent. Voilà, quelle que soit l'origine des gens qui l'ont inventé ou qui l'ont pratiqué. Mais enfin, les Arabes, ils sont pour quelque chose parce que ce sont les Arabes qui vont, par l'internationalisation de ce système, par le fait qu'ils ont dominé les mathématiques pendant quelques siècles, vont imposer naturellement, si j'ose dire,
ce système décimal positionnel indien, à partir du relais européen. Bien. Alors, quelle est la raison qui a fait que les mathématiciens et les astronomes arabes, au sens générique du terme, vont continuer à faire des calculs avec le système alphabétique qui nous paraît lourd. Pourquoi? Parce que il a 28 symboles. Le système indien a 10 symboles. Il a 28 symboles. En plus, il est utilisé pour calculer avec une base qui n'est pas la base 10, mais la base 60, la base sexagésimale. Vous vous imaginez, je ne sais pas si vous vous imaginez, mais la table de multiplication de la base 60, elle a plus de 1200 entrées. Environ 1200 entrées. 1170 et quelques. Et donc, ils sont fous, ces Arabes, comme aurait dit Astérix. Mais non, non, ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas idiots non plus. Ils ont juxtaposé les trois systèmes, en sachant pertinemment que chaque fois qu'ils le pouvaient, ils utilisaient le système indien. Dans tous les calculs autres que l'astronomie, le système indien. Tous les calculs savants. Dans les calculs qui ne sont pas savants, qui se font dans les corps de métier, qui ne contrôlaient pas, eh bien, chacun faisait ce qu'il voulait. Après tout, il n'y avait pas de... D'accord? C'était la liberté totale. Donc, le système digital, mental, va rester chez le bon peuple, si j'ose dire. Le système savant, les deux systèmes savants vont être distribués de la manière suivante. Le système indien va être majoritaire partout, sauf en astronomie. Et les astronomes, d'une manière absolument impériale, vont continuer, mais d'une manière idiote pour nous, en apparence, vont continuer à calculer avec 27 chiffres, 28 symboles, et avec des tables de multiplication horribles. Quelle est la raison profonde? Il y a sûrement une raison. C'était quand même les astronomes qui étaient les plus forts du monde. Je dis ça aux petits enfants quand je leur parle de cette histoire. Alors, si d'ici la discussion vous avez la réponse, vous me la donnez. Sinon, je vous donne non pas une réponse, mais une hypothèse. Nous avons une hypothèse pour expliquer cette attitude apparemment étrange des astronomes arabes. Alors maintenant, la théorie des nombres. La théorie des nombres, je rappelle, c'est le calcul, c'est calculer. Calculer, c'est à partir de données, avec des opérations qui sont addition, soustraction, multiplication, division, extraction de racines. C'est trouver ce qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire l'inconnu, ou les inconnus. Donc vous voyez, c'est très simple. Donc, le calcul, c'est chercher l'inconnu. La théorie des nombres, c'est aussi une manipulation de nombres, mais pas pour chercher l'inconnu, pour étudier les propriétés des nombres. Voilà le grand clivage. Ce clivage a été défini par les Grecs. La théorie des nombres est la fille des Grecs. Et donc, les Grecs ont défini une discipline qu'ils ont appelée l'arithmétique. D'ailleurs, les Arabes ne l'ont pas appelée théorie des nombres, c'est une appellation d'aujourd'hui. Les Arabes l'appellent tout simplement arithmatika. Vous voyez, non, ils n'avaient aucun complexe. 9e siècle, ils avaient un mot, ils avaient un mot grec, arithmetika. Ils ont dit pourquoi le changer. Ils ont pris le mot grec et l'ont transcrit en arabe. Voilà. Mais nous sommes au 9e siècle. Le 9e siècle, comme je le dis toujours, pour taquiner un peu les Arabes quand je suis dans les pays arabes, les Arabes du 9e siècle, ce n'est pas les Arabes d'aujourd'hui, en majorité. C'était des fonceurs. Et c'était des fonceurs dans la science. Ils n'avaient pas une attitude défensive, ils n'avaient pas de bouclier, ils avaient des lances. Ils fonçaient. Et donc, ils ne regardaient pas derrière eux tout le temps. Ils ne cherchaient pas à voir où était le danger tout le temps. Ils fonçaient, et puis Dieu y pourvoira. Il y a toujours Allah, de toute façon. Et donc, ils avançaient comme ça, ils étaient téméraires, ils étaient audacieux. C'était une science de l'audace. Et ça va se passer comme ça, au 9e, 10e, etc. Et parmi les caractéristiques de l'audace, c'est le manque de complexe, l'absence de complexe. Quand quelque chose n'existe pas dans leur langue, même s'ils étaient absolument convaincus tous les matins en se réveillant que la langue arabe était la plus belle des langues, ça, vous ne pouvez pas leur enlever, hein, c'est comme ça. Bon. Ils avaient un complexe de supériorité absolument incroyable. Par contre, ils considéraient que les sciences, là où elles étaient, il fallait les chercher. Et si on pouvait les exprimer en langue arabe, tant mieux. Si la langue arabe n'est pas prête, et elle n'était pas prête au 7e, 8e, 9e siècle, eh bien, on fait avec. On transcrit, on prend des mots persans, on prend des mots grecs, on prend des mots arabes de la vie de tous les jours, et puis après on rabote, et on change le mot arabe,
qui est un peu un mot vulgaire, un mot un peu, comment dirais-je, au quotidien, un peu, et on met un mot qui est plus savant. C'est ce qui va se passer tout le long de la pratique scientifique du 9e siècle jusqu'au XIIIe siècle. Alors, théorie des nombres, c'est très compliqué. Il y a plusieurs traditions. Il y a la tradition euclidienne. La tradition euclidienne, les Arabes vont la trouver en traduisant les éléments d'Euclide. Ils vont la trouver dans 3 chapitres. On les appelle les livres. C'est le livre 7, 8, 9, consacré à la théorie des nombres. Ça paraît bizarre, hein, parce que les éléments d'Euclide, tous les spécialistes disent que c'est un livre de géométrie, mais il y a 3 chapitres de théorie des nombres. J'y suis pour rien. C'est comme ça. Les Arabes, d'ailleurs, ont continué à appeler les éléments d'Euclide le livre de géométrie d'Euclide. Et ils vont tirer de ces 3 chapitres une tradition. Nous l'appelons tradition euclidienne parce qu'elle consiste à étudier les propriétés des nombres d'une certaine manière. En particulier, elle étudie les nombres pairs, impairs, les nombres premiers, les nombres parfaits. C'est dans ce livre-là qu'il y a le fameux théorème sur les nombres premiers, qui est qu'ils sont en nombre infini, démontré par Euclide. Bien. Mais il y a une autre tradition grecque, qu'on appelle néo-pythagoricienne, que les Arabes vont découvrir à travers la traduction du livre de Nicomaque de Guéraz, 2e siècle après Jésus-Christ, Euclide, 3e siècle avant Jésus-Christ. Alors, Nicomaque de Guéraz s'inscrit dans une tradition néo-pythagoricienne qui est elle-même le prolongement de la tradition pythagoricienne, caractérisée en particulier, en théorie des nombres, par l'étude, je vais vous définir ça en termes modernes, hein, je m'excuse, par l'étude des suites de nombres. Il ne s'agit pas seulement d'un nombre, d'une famille de nombres en tant que telle, une famille en vrac. Par exemple, les nombres premiers sont en vrac, répartis comme ça dans la nature, on ne sait pas comment, hein. On ne sait toujours pas comment d'ailleurs. Hein. Bien, mais par contre, il y a des suites qui sont très régulières, qui répondent à une règle précise. Ce n'est pas n'importe quel paquet de nombres que l'on prend, mais on définit des règles. Donc ce sont des suites d'entiers, des suites finies, bien sûr. Ce sont des suites très simples, comme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sont des suites 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, etc. Mais ce sont des suites un peu plus compliquées. Alors ce sont des suites qu'on appellera pairement-pair, ou qu'on appellera pairement-impair, ou qu'on appellera pairement-pair-impair. Je ne vous donne pas les définitions, c'est pas grave. Ce sont des familles de suites, mais dès que l'on a la définition, on peut les retrouver tous jusqu'à l'infini. D'accord ? Bien, contrairement au nombre premier et à d'autres. Et puis on étudie évidemment les relations qu'il y a entre ces nombres. On étudie les règles pour les déterminer. On étudie les relations entre des familles de suites, des suites de nombres. On étudie aussi la relation entre ces nombres et des figures géométriques. D'ailleurs, à l'origine, c'était ça. Et ces figures géométriques, on appelle ça des nombres figurés, ou bien des figures numériques. Vous voyez ? Ben, ça a été inventé par les pythagoriciens. Je ne peux pas vous l'expliquer par manque de temps. Mais ce qui est resté après, c'est en fait, pour résumer, l'étude des suites finies de nombres. Bon, parmi les suites aussi qui sont très compliquées, ce n'est plus des suites 1, 2, 3, 4, mais des sommes de suites. Par exemple, la suite qui est 1, 1 plus 2. Ensuite, 1 plus 2 plus 3. Ensuite, 1 plus 2 plus 3 plus 4. Ça, c'est des suites. Il y a d'autres suites. 1, 1 plus 3. 1 plus 3 plus 5. 1 plus 3 plus 5 plus 7, etc. Donc, ces suites-là, ces bouts de suite donnent des nombres, donc donnent des résultats partiels. Ces nombres sont eux-mêmes constituent des suites compliquées. On appelle ça des séries. Ah voilà, j'ai lâché le mot. Donc ces séries, ce sont des suites particulières. Mais il s'agit toujours de la tradition néo-pythagoricienne, donc ce sont des séries finies. Donc suite finie, série finie. D'accord ? Et enfin, tradition diophantienne. Diophante, mathématicien grec, on ne sait pas très bien quand il a vécu, à peu près entre le 2e et le 4e siècle après Jésus-Christ. Quelles que soient les histoires qui sont véhiculées sur Internet, ne les croyez pas. On ne sait pas quand il a vécu. Il a vécu à Alexandrie, ça c'est sûr. On sait ce qu'il a écrit, grosso modo. Et on ne sait pas s'il est mort à 82 ans, comme raconte un problème qui circule dans toute la France et la Navarre et qui alimente la culture des élèves dans les écoles primaires et secondaires. Bon, alors nous, spécialistes, nous considérons que c'est une hérésie, mais paraît-il, ça fait vendre des revues, les revues pour les enfants. Donc il ne faut pas toucher des tabous.
Alors, la tradition diophontienne, c'est, pour résumer, c'est l'étude de certaines équations qui donnent comme solution des catégories de nombres entiers ou rationnels. Ces équations sont étudiées d'une certaine manière et donc ça forme une famille de problèmes qu'on a pris l'habitude, à partir des Arabes d'ailleurs, de les considérer comme étant un chapitre autonome. Et il y a les carrés magiques. Les carrés magiques aussi, c'est une manipulation de nombres. Ce ne sont pas des calculs. Ce sont des carrés avec des alvéoles, des cases, et on vous donne des entiers, et on vous essayez de mettre les entiers, de les disposer dans les carrés, de sorte que vous répondiez à des règles précises. Je vous montrerai peut-être une image tout à l'heure. Ah ben si, la voilà. Donc vous voyez, voici c'est une page d'un ouvrage de mathématiques du XIVe siècle, mais les Arabes vont développer toute une tradition de carrés magiques depuis le IXe siècle, jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle. Pendant un siècle, on ne savait presque rien de la contribution des Arabes dans ce chapitre de la théorie des nombres. Alors vous voyez, il s'agit de carrés où on vous donne des entiers et on vous dit disposez les entiers dans les carrés de sorte que la somme horizontale est égale à la somme verticale, est égale à la somme diagonale ici, où à toutes les sommes verticales sont les mêmes. Voilà, ça s'appelle un carré magique. Les Arabes ne l'ont pas appelé carré magique. Ça s'appelle des nombres harmonieux. Ce sont les Européens qui l'ont appelé carré magique. Pour une raison qui n'est pas du tout scientifique. Parce que les Européens ont récupéré l'aspect non scientifique de ces carrés magiques, d'abord, avant de récupérer l'aspect scientifique. Ça paraît bizarre, mais je vous expliquerai la raison si vous me posez la question. Il y a beaucoup de questions, hein. Bien. Et là, vous voyez, c'est un carré, ça montre la technique, une des techniques de remplissage du carré qui a été étudiée par les mathématiciens arabes. Il y a un collègue qui a passé 15 ans à étudier uniquement la tradition arabe des carrés magiques. Et c'est lui le premier qui a établi, après 15 ans de travail, il s'appelle M. Jacques Céziano, professeur à l'école polytechnique de Lausanne, qui a écrit un livre qui vient de sortir d'ailleurs sur les carrés magiques dans la tradition arabe. Il a appelé les carrés magiques en pays d'islam ou islamique. Et c'est lui qui a découvert les manuscrits les plus rares qui contiennent des contributions qui étaient inconnues il y a 15 ans, contributions parfois de très grands mathématiciens qui se sont essayés à résoudre des problèmes très compliqués de construction de carrés magiques. Nous passons maintenant à l'algèbre. Ça, c'est une ville en Ouzbékistan. C'est une statue dans cette ville. Et cette statue, c'est la capitale de l'Ouzbékistan. Et cette statue est censée représenter celui qui est considéré officiellement comme l'inventeur de la discipline algébrique. Je précise bien, je dis bien l'inventeur de la discipline algébrique, et non pas des procédés algébriques, parce que les procédés algébriques ont existé avant lui, des techniques algébriques ont existé, et lui, c'est le premier qui a écrit un livre où il y a apparaît le mot algèbre. Ça s'est passé entre 813 et 833, à l'époque d'Al-Ma'moun, le fameux calife. Ça s'est passé à Bagdad. Et le monsieur s'appelle Mohammed, bon, Ibn Moussa, donc fils de Moïse, Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi, pourquoi? Donc vous voyez, il a un nom arabe et musulman. Il a le nom de son grand-père, de son père, est biblique, Moïse. Moussa, c'est Moïse. Et puis Khawarizmi, ça veut dire qu'il est de la région du Khawarizm, qui est une région aujourd'hui en Ouzbékistan. Mais nous, en tant qu'historiens des sciences, nous ne faisons pas la division de l'Empire musulman en territoires. Pour une raison très simple, c'est qu'il n'y avait pas les frontières d'aujourd'hui. Il n'y avait pas les frontières du 19e siècle. Donc, nous n'avons que des frontières linguistiques. Nous avons pris l'habitude, par une sorte de convention, parce qu'on n'avait pas trouvé mieux, de dire que dans l'Empire musulman, il y a l'espace arabophone, l'espace persophone, l'espace turcophone, l'espace berbérophone et l'espace roman dans la péninsule ibérique. Et on ne parle pas d'espace au sens géographique hébraïque, mais
il y a les communautés hébraïques, parce que comme elles sont éclatées dans l'Empire musulman, donc on ne parle pas d'espace, mais de communautés hébraïques. Et comme on parle d'ailleurs de communautés hellénisantes dans l'Empire musulman, et non pas d'espace en tant que tel, sauf Byzance, mais elle n'est pas dans l'Empire musulman. Et puis on ne parle pas aussi d'espace latin dans l'Empire musulman, même s'il y a des gens qui maîtrisent le latin, mais on parlera d'espace latin quand il s'agira de l'Europe, l'Europe chrétienne. Voilà. Donc ce monsieur est originaire de l'Ouzbékistan actuel. Donc il est revendiqué d'ailleurs par l'Ouzbékistan. Voici la couverture de son livre. Son livre était tellement connu, regardez, c'est une copie du XIIIe siècle, elle est à Oxford, que le titre du livre, c'est tout simplement le livre d'Al-Khawarizmi. Et il n'y a pas d'ambiguïté. Quand on met le livre d'Al-Khawarizmi, on est sûr qu'il s'agit du livre d'algèbre. Alors qu'il a écrit plusieurs livres, il a écrit des livres d'astronomie, il a écrit un calendrier pour les communautés juives, d'ailleurs, du croissant fertile, pour leur... parce qu'ils ont un mois... ils ont un calendrier semi-lunaire, semi-solaire. Il a écrit un livre de calcul indien. C'est lui le premier qui a fait connaître d'une manière large en arabe le système décimal positionnel. Et il a écrit un livre qui s'appelle le livre du calcul indien. Bien. Alors, le livre d'Al-Khawarizmi, évidemment, va être à l'origine du développement de l'algèbre. Je suis obligé d'aller très vite parce que je vous donne un panorama des grandes orientations des mathématiques arabes. Cette algèbre va se développer au IXe siècle par des commentaires. Ensuite, il va y avoir de nouvelles orientations. On va essayer d'aller plus loin que le livre d'Al-Khawarizmi. Le livre d'Al-Khawarizmi, c'est pour la première fois, il y a un livre qui contient la terminologie algébrique, qui contient des outils, des objets, parmi les outils des équations pour la première fois, définies en tant que telles. Et ces équations sont au nombre de 6. Et pour la première fois dans un livre, dans l'histoire de l'humanité, on explique comment, à partir d'un problème de la vie de tous les jours, on mathématise un problème, on le transforme en une des 6 équations grâce aux opérations de l'algèbre qui s'appellent la restauration et la comparaison. Tout cela est expliqué dans la première partie du livre. Et on explique aussi, on démontre pour la première fois l'existence des solutions de ces équations, une à une. Et c'est la première fois que des outils mathématiques qui servaient pendant des siècles et des siècles pour résoudre des problèmes, donc des outils utilitaires, de prestation de services, si vous voulez, pour la première fois, elles vont être soumises à un nouveau critère, qui est un critère exclusivement grec, qui est la démonstration. Donc vous voyez, voilà un exemple où on surprend les Arabes en train, non pas de juxtaposer 2 types de mathématiques, mais de faire interpénétrer 2 types de mathématiques. La mathématique algorithmique, qui est tous les outils qui permettent de résoudre les problèmes, les outils de calcul, les méthodes d'approximation, les méthodes de résolution par l'algèbre, par exemple. Il y en a d'autres. Et puis, l'outil fondamental qui est la démonstration, la justification théorique. Eh bien, Al-Khawarizmi, c'est le premier, dans le premier livre d'algèbre, qui popularise cette idée-là, qui est que les algorithmes, les procédés de calcul, il faut les démontrer, quand on peut, bien sûr. Il faut du moins les justifier, quand on peut. Et surtout, ça va créer une démarche intéressante, qui ne va pas être générale, mais enfin, ça crée un précédent. C'est que il est préférable de démontrer une fois pour toutes l'existence ou la validité d'un objet ou d'un outil mathématique, plutôt à chaque fois de le tester et de le vérifier. Vous voyez la nuance? Donc, la première démarche est hypothético-déductive. La deuxième démarche, qui contient aussi la vérification, le test, par induction, ben c'est la démarche algorithmique. Donc vous voyez, ce ne sont pas seulement 2 démarches techniques, ce sont 2 démarches épistémologiquement vraiment différentes. Et ben les Arabes, un de leurs mérites, indépendamment des théorèmes qu'ils vont établir, indépendamment des disciplines qu'ils vont créer, dont l'algèbre en tant que discipline, eh bien, ils vont avoir un apport considérable qui va être dans le paquet cadeau qu'ils vont donner aux Européens à partir du XIIe siècle, c'est d'avoir fait la synthèse entre les démarches hypothético-déductives en mathématiques, les démarches algorithmiques, et puis surtout, quand ils vont faire de la physique, en y ajoutant une 3e démarche que les Grecs n'avaient pas intégrée, qu'aucun peuple n'avait intégrée comme catégorie de la preuve, c'est la démarche expérimentale. Donc ces 3 démarches vont faire l'objet d'une synthèse et vont caractériser, aux yeux des Arabes, ou du moins de l'élite, et de ceux qui étaient vraiment les vigies de haute mer, comme on dit, eh bien, ils vont caractériser la démarche scientifique. Donc la démarche scientifique, elle va marcher en utilisant les 3 aspects de la recherche scientifique.
N'oubliez jamais ça, c'est ça qui est le plus important que les découvertes des Arabes. Et donc, 9e siècle, développement de l'algèbre, résolution des équations, extension des opérations de l'algèbre, extension des coefficients, extension du domaine d'application, et puis surtout, on se pose de nouveaux problèmes. Et puis à un moment donné, on se heurte à des difficultés insurmontables. On essaye de résoudre avec les nouveaux outils, ou du moins rénovés, de l'algèbre d'Al-Khwarizmi, des problèmes qui vont résister. En particulier, un problème très simple. Vous avez une pomme. Vous voulez la couper en deux parties égales. Il n'y a pas de problème. Au pif, vous prenez un couteau, au pif, il n'y a pas de protestation. Au grosso modo, on a une pomme divisée par deux. Si je vous demande maintenant de la couper, non pas par deux, ni en 2 tiers, parce que là vous pouvez tricher, vous avez 2 tiers de pommes et 1 tiers de pommes, mais couper la pomme en 2 parties de telle sorte que le rapport des 2 morceaux soit égal à lambda, qui est égal à 1,314. Ben j'ai le droit. C'est un problème de mathématiques. Bon, même pas à 314, hein, même. Allez, coupez la pomme, allez, je suis gentil. En 2 morceaux tels que le rapport soit racine de 2. Voilà. Eh bien, le premier qui a essayé de faire ça, c'est un monsieur qui s'appelle Al-Mahani, mort en 888, un jeune, à Bagdad, un jeune matheux fougueux, bon élève de l'algèbre d'Al-Khwarizmi, et qui, comme un bon élève, va utiliser les anciens outils, enfin les outils qui étaient enseignés maintenant, pour résoudre le problème. Eh bien, ce problème, il l'a trouvé dans un livre grec d'Archimède, qui est un des rares livres traduits d'Archimède, parce que les Arabes n'ont traduit que 2 livres de mathématiques d'Archimède, malheureusement. C'est le livre de la mesure du cercle et le livre de la sphère et du cylindre. Et dans le livre de la sphère et du cylindre, il y a la proposition 4 du livre 2, qui consiste précisément à couper une sphère, je ne l'ai pas inventé le problème, hein, à couper une sphère en 2 parties, telles que les 2 volumes V1 sur V2 égale lambda. Lambda appartenant à R positif, à un nombre réel positif. Voilà. Alors, comment faire? Alors, Archimède dit, ben, c'est très simple, pour le résoudre, j'ai besoin d'un lemme. Excusez-moi. J'ai besoin d'un lemme. Bon, un lemme, hein, un lemme, pour ceux qui ne font pas partie des milieux autorisés, c'est un petit théorème qui permet de déverrouiller les choses. Voilà. Et donc, dès qu'on le démontre, automatiquement, c'est la voie royale, c'est l'autoroute. Alors, il dit, voilà, si on accepte provisoirement le lemme, mais rassurez-vous, hein, je vais le démontrer à la fin du livre, parce que bon, c'est un peu technique, etc. Donc voilà, on l'utilise comme ça, comme ci, comme ça, et puis hop, effectivement, il démontre. C'est merveilleux. Alors les Arabes arrivent, 8e siècle, ils cherchent le livre d'Archimède, ils trouvent celui-là, ils commencent à traduire, et puis ils lisent, ils voient, pour le lemme, voir la démonstration à la fin. Alors curieux, ils vont à la fin, il n'y a pas de lemme, pas de démonstration. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben, ils ont dit, mais ce sont ces salauds de copistes. Ces copistes grecs d'abord. Puis les copistes arabes ne sont pas mieux, hein, meilleurs que les autres. Ils sont mal payés, ou alors ils boivent quand ils copient, ou bien je ne sais pas ce qu'ils ont. Toujours est-il que c'est les copistes. On n'a jamais accusé Archimède, jamais. Pourquoi? On n'accuse pas Archimède. On n'accuse pas Aristote. On n'accuse pas Euclide, ce sont les maîtres. Vous voyez l'image, vous voyez le respect qu'avaient les mathématiciens arabes, au sens générique du terme, pour les savants grecs. Alors ils ont dit, bon, on va essayer de le reconstituer, ce lemme. Après tout, puisqu'il a dit qu'il l'a démontré, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas fait. En fait, nous, aujourd'hui, nous sommes persuadés qu'Archimède ne l'a pas démontré. Pour une raison très simple, que je vous dirai dans la discussion. D'accord? Mais alors, ce jeune qui ne connaissait pas la raison profonde, ce jeune Al-Mahani, il vient et il dit, ben, je vais la résoudre. Il essaye, et c'est le premier qui a transformé ce problème géométrique en une équation algébrique. C'est le premier dans l'histoire de l'humanité. Et c'est le premier qui s'est cassé les dents. Sur quel type d'équation? Ben, sur l'équation du 3e degré. C'est le premier qui a sorti de sa poche une équation du 3e degré. Il dit, ça, c'est le problème d'Archimède. Si j'arrive à le résoudre, c'est fini. Eh bien, il a échoué. Et comme il était l'un des plus forts matheux de Bagdad, il a décrété tout simplement que le problème était impossible. Voilà. Et alors, plus tard, on va se poser ce problème, et puis on va chercher d'autres problèmes dans la nature. Vous savez, la nature, elle vous donne des tas de problèmes insolubles. Hein. Alors on a trouvé un problème ici, un problème ici, un problème ici, puis beaucoup de problèmes donnaient une équation du 3e degré, mais jamais la même. Jamais la même. Pourquoi? Parce que les équations, les Arabes les écrivaient, mais jamais avec un zéro à droite. C'est eux qui ont popularisé le zéro indien, mais ils ne lui ont pas donné de statut de nombre, le zéro.
Il ne pouvait pas tout donner. Hein. Donc c'était un symbole qui repère la position vide dans l'écriture décimale d'un nombre. Bien. Mais de là à lui donner un statut de nombre, de le manipuler comme un nombre, ben, il a fallu un peu de temps. Il faut attendre le XIIIe siècle pour que 0 soit manipulé vraiment comme un nombre. Bien. D'ailleurs au Maghreb. J'ai trouvé des traces au Maghreb. Bien. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont trouver des équations du type x3 égale 2x plus 1. Un autre problème va donner x3 plus x2 égale 5x. Ben pour eux, c'est pas la même chose. Hein. Ce sont deux équations différentes. Ben pour vous aussi, d'ailleurs. Pour moi aussi, hein, rassurez-vous. Et donc, ils ont trouvé plusieurs équations. Ils en ont trouvé une quinzaine, à peu près. Je dis une quinzaine, à peu près. Hein. Bien. Pourquoi? Parce que quand on tient compte uniquement des coefficients strictement positifs, et pas de 0 au second membre, donc il faut à peu près une quinzaine. Bien. Et alors, ils se sont dit, mais c'est bizarre. Alors, le blocage est partout. Donc, on va essayer autre chose. Ils se sont souvenus qu'il y avait de la belle mathématique grecque, en particulier en géométrie, que je vais évoquer tout à l'heure. Alors, ils vont étudier des livres de géométrie, et ils vont, pour la première fois, au Xe siècle, un mathématicien qui s'appelle Al-Kouhi va résoudre un de ces problèmes du 3e degré, non pas par l'algèbre, parce qu'ils ont échoué. Voilà un bel exemple d'échec vraiment flagrant qui va les amener à trouver une nouvelle voie. Et ils sont les initiateurs de cette nouvelle voie, qu'on appelle un peu, si vous voulez, de l'algèbre géométrique. Bien, ils vont trouver des courbes, ils vont trouver que l'équation qui résout le problème, le lemme d'Archimède, bien, la solution s'obtient par intersection d'une parabole et d'une hyperbole. Qu'est-ce que c'est qu'une parabole? Qu'est-ce que c'est qu'une hyperbole? Ce sont des courbes, qu'on appelle du second degré, qui ne sont pas des cercles, ni des droites, bien sûr, qui ont été étudiées par un grand mathématicien grec qui s'appelle Apollonius, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, dans son livre qui s'appelle Les Coniques, qui va être traduit par les Arabes au IXe siècle. Et donc, cette aventure va s'achever avec ce monsieur. C'était tout ça pour vous raconter qui est ce monsieur. Ben, ce monsieur, vous voyez, ça c'est une statue aussi. Ce monsieur s'appelle Omar Al-Khayyam, Omar Khayyam. Il est connu comme étant un très grand poète. Et cette statue, elle est à Téhéran. Elle est aujourd'hui dans le jardin, le plus grand jardin de Téhéran. Et c'est moi qui ai pris la photo. Donc je peux attester qu'elle n'a pas été détruite. Et je peux attester que quand j'ai pris la photo, il n'y avait aucun graffiti. D'ailleurs, vous voyez, il n'y a aucun graffiti. C'est absolument étonnant. Ben, c'est étonnant, mais ça permet quand même aussi de vous enlever de la tête quelques préjugés. Bon, vous pouvez avoir des analyses politiques, mais il y a beaucoup de préjugés qui circulent. Regardez, par exemple, ici, j'ai posé la question à celui qui était mon collègue, qui m'a fait visiter le jardin. Mais je lui ai dit, pourtant ça représente quand même la vie un peu dissolue d'Omar Khayyam, ou supposait-elle, on ne sait pas. Et c'est une jarre avec du vin. On aurait pu au moins s'attendre à ce qu'il y ait des graffitis, à ce que la jarre soit cassée. Non, non, personne ne la touche, vous voyez, il n'y a rien, c'est propre. Voilà, c'est un grand bonhomme qui est considéré comme étant un des plus grands mathématiciens iraniens. Mais en fait, c'est l'un des plus grands mathématiciens du Moyen-Âge. Il s'appelle Omar Khayyam, et c'est lui qui va étudier d'une manière systématique toutes les équations du 3e degré. En particulier en utilisant les courbes étudiées par Apollonius. Alors vous voyez quelque chose qui est absolument extraordinaire pour les mathématiques, et c'est l'histoire qui vous le montre, parce que c'est plus simple. Eh bien, des mathématiques produites au IIIe siècle avant Jésus-Christ, très fines, très belles, vont attendre, patiemment, tranquillement, que des peuples nouveaux, venus des steppes, venus du désert, se civilisent, apprennent ces outils, qui servaient peut-être à presque rien, si j'ose dire, et puis qui se rendent compte que ces outils, qui étaient produits 3 siècles avant Jésus-Christ, sont très utiles au Xe siècle, au XIe siècle après Jésus-Christ. Plus de 1000 ans, vous vous rendez compte? Et effectivement, c'est comme ça que Omar Khayyam est le premier à avoir publié une théorie géométrique des équations cubiques. Il y a eu aussi, dans le cadre de l'algèbre, invention du symbolisme mathématique. Voilà, je vous montre le symbolisme des fractions. Alors ce symbolisme aurait été inventé soit au Maghreb, soit en Espagne, parce qu'il n'existe pas en Orient. Les orientaux, les musulmans orientaux, du 9e jusqu'au XVe siècle, quand ils écrivaient un cinquième ou un 17e, regardez, un 17e, mais ils mettaient 1 et 17 en dessous. La barre va venir à partir du XIIe siècle. On la trouve dans des manuscrits maghrébins,
en particulier vers le milieu du XIIe siècle. Voici aussi le symbolisme des racines. Vous voyez, ça veut dire 1 plus 1 demi moins racine de 3 quarts. Racine de 2 plus 1 quart moins racine de 3 quarts, etc. Comme vous reconnaissez ici les chiffres d'Occident, donc c'est une page de manuscrit du Maghreb. Voici un symbolisme complet qui va être développé par les mathématiciens. Alors là, on n'est pas sûr. Nous ne trouvons ce symbolisme que dans des manuscrits du XIIe, XIIIe, XIVe, XVe, XVIe siècle du Maghreb. C'est-à-dire des villes de Tlemcen, Marrakech, Fès, etc., Tunis. Mais nous ne savons pas s'il a été inventé au Maghreb ou dans le sud de l'Espagne, en particulier vers le milieu du XIIe siècle à Séville, parce que Séville était une des dernières métropoles scientifiques de la péninsule ibérique, à l'époque almohade. Ça reste donc en suspens, mais toujours est-il que nous ne trouvons cette utilisation systématique de ce symbolisme qui permet, regardez, ce symbolisme permet d'écrire des équations exactement comme nous le faisons aujourd'hui. Ça, c'est moi qui l'ai écrit avec ma machine. Ça, c'est moi qui l'ai recopié à la main, mais c'est juste pour rendre plus clair ce qui est ici. Ça, c'est un manuscrit authentique du XIVe siècle. D'accord ? Et l'élève, évidemment, lui apprend ce que signifie ce symbole, ça veut dire X. Là, je vous lis, ici 1 plus 18 moins, alors la fraction qui est ici 24 sur 1 demi de X, le tout sur 14 moins 24 moins 24 sur 1 demi de X. Ce symbolisme-là est utilisé par les professeurs et les étudiants d'une manière aussi systématique et rapide que ce que font nos étudiants aujourd'hui à l'université. D'accord ? Si ça vous paraît du chinois, si j'ose dire, pour un étudiant du XIIIe, XIVe siècle à Béjaïa, ou à Marrakech, ou à Séville au XIIe siècle, ceci est beaucoup plus pratique pour lui que ceci, évidemment. Alors, maintenant, je passe rapidement, il me reste 10 minutes, je passe à la géométrie. Alors, il y a eu, comme dans toutes les autres disciplines, ce qui est local, ou presque toutes, ce qui est local, et ce qui est, évidemment, le savoir savant. Eh bien, les Arabes ont trouvé une géométrie locale. C'est ce qu'on appelle la géométrie de l'arpentage. Ce sont toutes les connaissances qu'on enseignait aux arpenteurs, aux comptables, surtout aux ramasseurs des impôts, vous savez, aux percepteurs, qui devaient connaître les éléments essentiels de la géométrie pour pouvoir mesurer les terres, les immeubles. Donc, ce n'est pas seulement de la géométrie plane, mais la géométrie solide, pour pouvoir évidemment récupérer l'argent. Mais, très vite, cette géométrie locale va être inondée par la géométrie savante. Et la géométrie savante, elle est exclusivement grecque. Ça, les Arabes n'ont jamais donné un autre héritier que les Grecs. Alors, il y a évidemment la géométrie euclidienne. Il y a la traduction, ça c'est les éléments d'Euclide, en 13 chapitres. Sa traduction. Ce livre est, disons, la Bible de la géométrie depuis Euclide jusqu'au XVIIe siècle en Europe, et même plus tard. Les Arabes vont le traduire au moins 3 fois. Une première fois par Al-Hajjaj, fin 8e siècle. Traduction dédiée à Haroun al-Rachid, qui a régné, je vous l'ai dit, de 785 à 809. Deuxième traduction qui signifie que des mathématiciens sont devenus exigeants. Ils ont demandé à ce qu'il y ait une meilleure traduction. Ça veut dire aussi qu'ils ont trouvé d'autres copies, peut-être plus intéressantes, plus proches de ce qu'ils considéraient comme étant l'original. On ne connaissait pas leurs critères. Deuxième traduction, début du 9e siècle. Toujours par Al-Hajjaj, traducteur musulman, qui avait fait partie de la délégation qui est allée chercher les livres à Byzance. Il l'a dédié à Al-Ma'moun, qui a régné de 813 à 833. Troisième traduction par Ishaq ibn Hunayn. Celui-ci est un chrétien, c'est un arabe chrétien. Grand traducteur devant l'Éternel. Son père était le plus grand traducteur de philosophie et de médecine. Son fils est le plus grand traducteur de mathématiques et de tout ce qui est scientifique autre que la médecine. Son fils et son neveu aussi, Hubaysh. Alors, troisième traduction.
La troisième traduction va être révisée, corrigée par un mathématicien qui s'appelle Thabit ibn Qurra, qui lui est un arabe qui n'est ni musulman, ni chrétien, ni juif. Il est païen. Donc vous voyez cette diversité, cette richesse. Nous sommes au 9e siècle. Il est mort en 901. Mais ce monsieur a considéré, c'est un très grand mathématicien, il a considéré que même la traduction d'Ishaq ibn Hunayn, elle avait besoin d'être révisée. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, ils avaient trouvé d'autres manuscrits, et Thabit ibn Qurra lisait le grec. Il était mathématicien et il lisait le grec. Évidemment, il maîtrisait l'arabe. Donc, ce que vous voyez là, c'est une copie, la plus ancienne copie au monde connue. Elle est en Iran, elle est du Xe siècle. Voici sa date de l'hégire, 343. Elle est du Xe siècle, et c'est une copie de la version de la troisième traduction de Ishaq ibn Hunayn, révisée par Thabit ibn Qurra. Donc vous voyez, les précisions sont très grandes. Et nous, chercheurs, comme je vous l'ai dit, pour justifier notre salaire, eh bien, parmi nos préoccupations quotidiennes, c'est d'essayer de démêler ce qui n'est pas démêlable. C'est quels sont les morceaux quand on trouve des morceaux d'Euclide en arabe, ou en latin, ou en hébreu. Est-ce que ça appartient à la première traduction, la deuxième, la troisième, la quatrième, c'est-à-dire avec la révision? Et peut-être même, on nous a dit qu'il y avait une quatrième toute seule, autonome, et une cinquième. Voilà. À partir de là, évidemment, il va y avoir la recherche des autres géométries, parce que les Grecs avaient 3 traditions de géométrie: géométrie euclidienne, géométrie archimédienne, ça c'est le livre de la mesure du cercle, voilà le grec, voilà la traduction arabe, et évidemment, la géométrie des coniques, que j'ai évoquée tout à l'heure rapidement. Ça, c'est une page de la traduction, donc une page du premier chapitre, le Maqal al-Oula, le premier chapitre ici, voilà, c'est marqué ici, livre d'Apollonius sur les coniques. C'est marqué ici pour ceux qui lisent l'arabe. Voilà. À partir de cette géométrie triple, géométrie plane, géométrie solide de l'espace euclidienne, géométrie plane archimédienne, qu'on appelle aussi géométrie de la mesure, géométrie plane d'Apollonius, qu'on appelle géométrie des courbes du second degré, eh bien, il y a eu des développements de la géométrie avec démonstration de théorèmes qui n'ont pas été démontrés par les Grecs ou considérés comme mal démontrés. Ils vont établir des théorèmes nouveaux, ça je parle des Arabes. Ils vont développer des orientations nouvelles, et en particulier des orientations vers la géométrie sphérique, parce que c'est l'astronomie qui le demandait, c'est les mathématiques prestataires de services, et c'est le développement de la géométrie sphérique, prolongement de la géométrie sphérique grecque, qui va donner une nouvelle discipline, qui est la trigonométrie, qui à l'origine n'était que de la géométrie, et que de la géométrie sphérique, essentiellement. Bien. Et puis développement d'une géométrie qui a avorté, parce que là, on va se heurter au contexte extérieur, qui va être un des facteurs du ralentissement des mathématiques. Alors on va trouver des débuts d'orientation de la géométrie, comme ce que je vous montre ici, et qui vont être freinés puis arrêtés, faute de combattants. Donc là, c'est de la géométrie de l'espace et plane, qui étudie des courbes de degrés supérieurs aux courbes d'Apollonius. Alors c'est moi-même qui ai découvert ce manuscrit à l'Escurial. Je l'ai publié il y a une vingtaine d'années. Je l'ai analysé, et donc il s'agit effectivement de courbes tout à fait nouvelles qui vont permettre aux Arabes de résoudre des problèmes que les Grecs n'ont pas pu résoudre, en particulier des problèmes qui généralisent un vieux problème grec qui a été résolu par les Grecs de manière mécanique, qui est comment diviser un angle en 3 parties égales. Les Grecs savaient diviser un angle en 2 parties égales, à la règle au compas. Ils savaient construire un carré égal à un rectangle, à la règle au compas. Mais les Grecs se sont cassés les dents avec la géométrie fixe, la géométrie des figures abstraites, pour la trisection de l'angle et pour la duplication du cube, c'est-à-dire comment construire un cube qui est le double d'un cube donné. Mais les Arabes vont s'atteler à cette tâche, vous voyez, donc à ces problèmes anciens. Ils vont trouver des solutions avec de la géométrie fixe. D'ailleurs, certains Grecs aussi avaient trouvé des solutions avec la géométrie fixe. Mais là, les Arabes donc, vont faire l'étude systématique. Puis les Arabes vont se dire, puisqu'on a résolu le problème de la trisection de l'angle, de la duplication du cube, on va généraliser le problème. Est-ce qu'on peut diviser un angle en 5 parties égales, en 7 parties égales, en 11 parties égales? Évidemment, on prend les nombres impairs. Hein. Etc., etc. Alors, ils ont constaté très vite, grâce au développement de la nouvelle discipline qui est l'algèbre, que tous ces problèmes
pouvaient être interprétées comme des équations, comme par hasard, de degré supérieur ou égal à 3. Surtout de degré 3. Et ils ont constaté aussi qu'un problème qui n'avait rien à voir avec ça apparemment, qui est, peut-on inscrire un polygone régulier dans un cercle? Eh bien, certains des polygones ont résisté aux Grecs, comme le polygone à 7 côtés, le polygone à 9 côtés. Eh bien, les Arabes vont résoudre par les coniques l'inscription d'un polygone à 7 côtés dans un cercle. Plus tard, ils découvriront d'ailleurs un texte grec qui contient aussi la résolution du même type, un seul texte. Eux vont étendre ce problème au polygone à 9 côtés, et puis ils vont se poser la question, est-ce qu'il est possible de résoudre, d'inscrire un polygone à 11 côtés, à 13 côtés, à 17 côtés, d'accord, dans un cercle? Pourquoi? Parce qu'ils ont constaté en fait que les polygones à 7 côtés, à 9 côtés, eh bien, si on utilise l'outil de l'algèbre qui a été vraiment l'outil révolutionnaire chez eux, on constate que c'est un problème du 3e degré. Alors bizarrement, l'heptagone, l'énéagone, donne un problème du 3e degré, exactement comme la trisection de l'angle et comme la duplication du cube. Donc on passe, vous voyez, d'une certaine mathématique à une nouvelle mathématique qui unifie des problèmes qui étaient éparses et qui étaient de nature géométrique. Là, ils vont devenir des problèmes d'algèbre. Alors, les Arabes vont échouer dans la résolution de ces problèmes jusqu'au XIe siècle. Et nous avons même des témoignages de mathématiciens d'Orient qui n'ont jamais réussi à résoudre ces problèmes. Mais on trouve des tentatives de solutions en Occident musulman, en Espagne, et j'ai découvert un manuscrit, donc il y a une vingtaine d'années, qui montre de manière absolument explicite, ce n'est qu'un résumé de 3 pages, qui montre que le mathématicien de Valence, qui s'appelle Ibn Sayyid, avait généralisé les problèmes et les avait résolus en étudiant des courbes nouvelles. Donc vous voyez, à partir de problèmes anciens, on généralise un problème grec, on échoue, on contourne le problème, on va vers une nouvelle géométrie, on développe des outils géométriques, on revient au problème, et on résout le problème par des nouveaux outils qui sont des courbes qu'on appelle aujourd'hui des courbes de degré supérieur ou égal à 3. C'est-à-dire des courbes qui n'ont été étudiées en Europe qu'à partir du XVIIIe siècle, en particulier par Clairaut, à Polytechnique. Pardon, avant... il y avait déjà Polytechnique au XVIIIe? Ben oui, 1789. Géométrie sphérique et trigonométrie, donc là je vais aller très vite. Ah oui, je dois m'arrêter. Donc... pour la géométrie sphérique et la trigonométrie, on peut considérer que les Arabes vont trancher très vite. Ils vont avoir 2 héritages, un héritage grec et un héritage indien. L'héritage grec disait que pour repérer une étoile dans le ciel, vous avez l'œil de l'observateur ici, il suffit que vous connaissiez cet angle-là. Ça, c'est l'horizon. Donc, pardon, ce que disaient les Grecs et les Indiens, c'est que pour repérer l'étoile ici, il suffit de connaître l'angle. Mais pour calculer la position de l'étoile, quand on connaît le temps par exemple, ou quand on connaît d'autres éléments, eh bien, pour le calcul, les Grecs avaient besoin, pour calculer cet angle-là, ils avaient besoin de calculer d'abord le double de l'angle, et puis ensuite de diviser par 2. C'est lié à leur géométrie. Mais calculer le double de l'angle, ça revient au même que de calculer cette corde-là, parce que cette corde est associée exclusivement, si vous voulez, à cet angle 2 alpha. Donc, que vont faire les Grecs pendant des siècles? Les astronomes, en particulier Ptolémée dans l'Almageste, pour calculer la position des étoiles, pour calculer le temps, etc., pour calculer des fonctions qui ont besoin de cet angle ou bien qui ont besoin de ce segment, eh bien, on double le segment, on le met dans une figure, et puis on trouve la solution du problème. Et quand on a fini, on divise, si on cherche l'angle, on divise l'angle par 2. Si partant de l'angle, on cherche ce côté-là, on trouve ça, et on divise par 2. Les Indiens faisaient autrement. Les Indiens disaient, mais c'est pas la peine de se casser la tête. Pour repérer la position de l'étoile dans le ciel, eh bien, cet angle suffit. Or, en face de cet angle, il n'y a que ce côté-là. Eh bien, les Indiens vont lui donner un nom, ils vont l'appeler le sinus. Enfin, ils ne vont pas l'appeler le sinus, c'est un mot latin. Ils vont l'appeler avec leur mot en sanskrit, jiva, et puis ils vont l'utiliser, et ils vont inventer des procédures de calcul qui vont leur permettre de résoudre les problèmes d'astronomie sans être obligés de doubler cette corde, ni de doubler cet angle-là. Donc les Indiens utilisaient le sinus, et les Grecs utilisaient la corde de l'angle double. Quand les Arabes vont arriver,
ils vont très vite constater que le choix des Indiens est meilleur que celui des Grecs. Et seulement voilà, quand ils vont commencer l'astronomie, les Arabes vont la commencer en rang dispersé. Il y en a qui vont commencer par faire de l'astronomie avec les outils indiens, parce qu'ils ont commencé par découvrir les manuscrits indiens, et d'autres, pour des raisons culturelles, pour des raisons d'affinité, pour des raisons géographiques, ils avaient commencé par faire de l'astronomie arabe à partir de l'héritage grec. Et donc, fin 8e, début 9e, il y avait deux écoles d'astronomie. Une école qui travaillait avec les outils indiens et une école qui travaillait avec les outils grecs. Par exemple, on sait qu'Al-Khwarizmi fait partie de l'école indienne. On sait que Al-Adami faisait partie de l'école grecque, par exemple, ou Al-Batani. Bien. Et puis, il va y avoir une synthèse. Mais une synthèse avec, en élagant, en triant. Ils vont tamiser. Et puis, vers le milieu du 9e siècle, c'est fini. Tous vont choisir, plutôt vers la fin du 9e siècle, vont choisir l'outil indien et vont rejeter de plus en plus, parce que c'est un processus long, vont rejeter l'accord de l'angle double. Ça va rester dans les manuels, bien sûr, mais les chercheurs vont opter pour le sinus indien. Et donc voilà, par exemple ici, c'est un théorème, c'est un tournevis si vous voulez pour les matheux, c'est un théorème de mathématiques qui sert aux astronomes, ça s'appelle le théorème de la figure sécante, qui a été démontré par Ménélaüs. Eh bien, voici sa version avec l'accord de l'angle double, voici sa version avec le sinus. Donc pendant un certain temps, on va utiliser les deux versions, et puis c'est comme si c'était un tournevis crucéiforme et un tournevis plan, vous voyez. Et puis ensuite, on va constater que c'est le crucéiforme qui est meilleur, qui s'utilise beaucoup plus souplement pour tous les problèmes. Et ensuite, à un moment donné, on va constater que le théorème lui-même, quelle que soit sa version, indienne ou grecque, va être dépassé parce qu'il exigeait trop de calculs pour résoudre des problèmes d'astronomie. Alors, ils vont inventer un nouveau théorème qui s'appelle le théorème qui dispense. C'est le théorème des 4 grandeurs, le théorème du sinus sphérique. Mais ils étaient tellement contents de l'avoir trouvé que d'abord, ils vont lui donner un nom très imagé. C'est le théorème qui dispense du théorème de Ménélaüs. Pourquoi ? Parce que ce théorème, regardez, si vous voulez calculer cette valeur, il vous faut 5 valeurs connues. Donc si vous voulez calculer cette valeur 1000 fois, il vous faut 25 000 données. Et il vous faut 2 multiplications et 2 divisions. Donc pour les 25 000, vous voyez quelles sont les opérations. Il y a des milliers d'opérations à faire. Or ça, les astronomes faisaient des dizaines de milliers d'opérations, toute leur vie. Ils avaient des esclaves, bien sûr, qu'on appelle des assistants. Bien. Oui, ça sert à ça. Les pauvres assistants, bon. Et donc, même les grands astronomes étaient des stagiaires, ils ont bavé avec ça. Donc vous comprenez pourquoi quand ils ont trouvé ça, c'est, vous n'avez que ça, uniquement 1, 2, 3, 4. Donc vous n'avez que 3 données, 3 choses connues pour trouver l'inconnu. Et vous n'avez qu'une division et multiplication. C'est-à-dire que vous divisez par 2 le nombre d'opérations, et vous divisez pratiquement par 2 presque le nombre d'objets, de données. Et donc ça, voici une découverte extraordinaire pour les astronomes, qui n'est pas extraordinaire sur le plan théorique, mais qui a eu beaucoup plus de médiatisation. C'est un peu comme quand on découvre quelque chose en informatique, que lorsqu'on découvre un théorème fondamental en mathématiques. Un théorème fondamental en mathématiques n'a jamais été médiatisé. On en trouve tous les ans, des théorèmes très importants. Mais un résultat qui bouleverse la vie de tous les jours en informatique, eh bien, tout de suite, vous passez à TF1. Voilà. C'est ce qui se passe. Alors là, il n'y avait pas TF1, mais il y avait les journalistes. Et ces journalistes, c'était qui ? Ben, c'était des hommes de science qui vulgarisaient le savoir. Je dois m'arrêter, je crois. C'est ça ? Oui, alors bon. Alors, je vais m'arrêter, et puis il me reste 2 aspects que je n'ai pas abordés. C'est les mathématiques. Là, en fait, j'ai insisté beaucoup sur les mathématiques qui se développent en tant que tradition ayant ces critères. Vous avez un héritage ancien, vous l'étudiez, vous constatez qu'il n'est pas complet selon vos critères du moment, vous essayez de l'enrichir, de le compléter, de le critiquer, de le transformer, de le prolonger, et de le prolonger par soit des améliorations quantitatives, des améliorations qualitatives, ou alors de rompre avec l'héritage et de créer des disciplines nouvelles. Alors il y a eu, pour résumer, sur le plan théorique et sur le plan des mathématiques savantes, l'algèbre comme discipline, la trigonométrie qui va s'autonomiser, qui va sortir de l'astronomie, mais elle va mettre 2 siècles, c'est 9e, 10e, ce n'est qu'au milieu du 11e siècle que vont apparaître des livres
complètement autonomes de l'astronomie qui contiennent les résultats, les outils de la, de la trigonométrie, c'est-à-dire sinus, cosinus, tangente, cotangente, oh là là, ça... C'est de ma faute, je parle trop. Et donc, il va y avoir développement d'un chapitre nouveau, un troisième qui s'appelle l'analyse combinatoire. Je ne pourrais pas vous en parler. Un chapitre nouveau, les carrés magiques, j'en ai parlé. Et même un autre chapitre prestataire de service, c'est la science du temps pour résoudre les problèmes de la cité. Mais si vous me posez des questions sur les problèmes de la cité, alors j'ai des tas de réponses rapides à travers des images sur les mathématiques ont résolu les problèmes de la vie de tous les jours. Mais ça, c'est bateau, c'est dans toutes les sociétés. Par contre, ils ont résolu des problèmes posés par la religion musulmane, par l'islam, en particulier la direction de la Mecque, le calcul du temps pour les prières, et surtout la détermination ou la non-détermination de la fin du mois du Ramadan, et surtout de la fin du mois lunaire et du début du mois lunaire suivant. Donc 3 problèmes fondamentaux de la cité islamique vont être résolus scientifiquement par le développement des outils mathématiques, et ils vont être résolus au milieu du IXe siècle. Et puis les mathématiques vont être aussi au service d'autres aspects de la vie de la cité, en particulier au service de la culture, de la langue arabe. C'est grâce à des préoccupations linguistiques qu'un chapitre des mathématiques va se développer, qui est l'analyse combinatoire. Alors je vous dis uniquement ça parce que c'est une conférence de 2 heures sur comment, à partir de préoccupations liées à la poésie, liées à la linguistique, des mathématiciens se sont posés des problèmes de combinatoire et ont établi les premiers résultats de combinatoire, dont certains vont être redémontrés 3 siècles plus tard à Paris par Pascal, mais qui ont été déjà démontrés à Marrakech avant la fin du XIIe siècle. Et puis, dernier aspect très important, mais qui mériterait aussi une conférence, c'est le lien entre les mathématiques et l'art. Et eh bien, il y a plusieurs aspects des liens entre les mathématiques et l'art, l'architecture, la calligraphie, les mosaïques, et évidemment, ces liens sont divers, sont multiples, et surtout, ils posent problème. Quelle est la nature du lien? Est-ce que les mathématiques étaient avant l'art musulman, ou est-ce que l'art musulman a suscité des résultats mathématiques? Je laisse la question en suspens, comme toutes les autres questions, et je vous remercie pour votre patience, votre indulgence, puis j'attends vos questions.